Bonjour Marie-Laure Jeunet. Bonjour Jean. Nous allons parler de vous et nous allons parler de Diversicom. Je suis ravie d'être sur vos ondes ce matin avec vous. Merci, c'est bien aimable. Alors, Marie-Laure, vous consacrez aujourd'hui votre vie à l'insertion de handicapés. La notion d'handicapé, sans doute, mérite déjà un large débat, car qui ne l'est pas, au moins un peu. Et d'autre part, pour arriver à ce choix, il y a sans doute toute une longue histoire avant. Alors, parlez-nous de Marie-Laure. Alors, comment faire court de cette longue histoire ? Peut-être d'abord au niveau de mon background académique. Je suis au départ une littéraire, donc j'ai mené des études en philologie romane et puis complété avec de la philosophie, l'agrégation et une maîtrise en édition, sciences du livre. Et ce parcours m'a amené à travailler rapidement en communication, d'abord à l'étranger et ensuite pour la Commission européenne. J'étais chargée de communication pour les programmes et les politiques de financement dans les domaines de l'éducation et de la culture pendant 15 ans. Parallèlement à cette vie professionnelle, j'ai eu la chance à l'âge de 17 ans de participer à un projet pour l'accompagnement d'enfants autistes en thalassothérapie. Et ce projet, à 17 ans, a été fondateur. Et probablement que suite à cette expérience, j'ai su que le handicap ferait partie de ma vie. Donc, les 25 années qui ont suivi, jusqu'à mes 40 ans, j'ai tâché de donner du temps bénévolement à la cause du handicap, en participant à des camps d'été, en créant un projet d'accompagnement en famille d'enfants handicapés. Et justement, les 40 ans apparaissant, et cette crise dont on parle souvent, peut-être pointant son nez, je me suis interrogée sur ce que j'allais faire des 15 années professionnelles suivantes, et la réponse n'était pas si claire. Et à partir du moment où la réponse n'était pas claire, j'ai souhaité creuser un peu plus, et l'idée Diversicom s'est imposée de plus en plus à moi, jusqu'au jour où, en 2014, j'ai décidé de démissionner de la Commission européenne pour fonder l'ASBL Diversicom. Voilà un superbe panorama d'une large part de la première mi-temps de votre vie, parce que vous parlez d'une crise, bon voilà, on verra la suite de l'histoire. Mais avant d'explorer la situation présente, j'ai envie de parler de Marie-Laure adolescente. Donc vous dites à 17 ans, vous avez fait une expérience de vacances sans doute qui vous a marqué. Quel est votre contexte familial et comment avez-vous découvert cette occasion de donner de votre temps dans ces conditions-là ? Eh bien, ce contexte familial, certainement, vous mettez le point sur un élément important sans doute de ma vie, il m'a toujours conduite à consacrer du temps et de l'énergie à l'autre. Parce que j'ai eu des parents qui étaient très très engagés dans différents projets et ont eu toujours le souci d'avoir une maison ouverte et de nous impliquer dans des projets type les mouvements de jeunesse tôt. Et c'est par ce biais-là, par les mouvements de jeunesse et les guides d'horizon, que j'ai eu l'occasion de participer à ce camp d'accompagnement pour enfants autistes. Et c'était ensuite assez facile en fait de trouver les pistes pour continuer cet engagement qui était le mien alors, que j'avais fait vraiment mien. Continuant sur ce parcours familial, je pourrais aussi vous raconter que mon père est tombé dans le handicap en cours de vie. Il est malheureusement décédé trop tôt, à 67 ans, après s'être battu une vingtaine d'années contre différents types d'infections qui l'ont handicapé. Et à côté de ça, il menait une vie professionnelle tout à fait intéressante et construite. J'ai moi-même plus tard, alors là je quitte l'époque de l'adolescence, je me permets, pu me rendre compte donc que certainement le handicap peut arriver en cours de vie et frapper une famille, mais il peut aussi nous concerner, nous qui croyons peut-être être épargnés. J'ai eu l'occasion aussi de vivre une grossesse à haut risque et de me rendre compte que personne n'est à l'abri. Une famille sur 4 est touchée et donc nourri de ces différentes expériences et constats, il a paru pour moi comme une évidence de pouvoir donner plus de temps et d'intelligence à un projet d'intégration comme celui que j'ai souhaité créer. Alors, vous avez 17 ans, un milieu familial porteur qui vous pousse à donner de vous-même et puis un flash. Les étapes suivantes, vous avez évoqué vos études de philologie romane. Et puis, ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez fait des études de philologie romane doublées d'un diplôme en philosophie et vous vous retrouvez dans des circonstances professionnelles. Vous avez tout de suite cité
un élément de chiffre. Vous avez été dans une commission financière et comment se fait-il que, alors que vous aviez la tête pleine de grandes idées, vous vous êtes retrouvé dans un univers où la rigueur des chiffres semble avoir été importante? Non, alors je me suis mal exprimée. Cette commission, c'était la Commission européenne. Donc il y a certainement du chiffre, mais moi j'ai j'ai opéré dans un contexte à la Commission qui était lié à l'éducation et à la culture. Donc j'ai commencé au service porte-parole de la commissaire qui était en charge des politiques de l'éducation et de la culture. Donc mon travail a toujours été beaucoup plus axé sur la communication. Je ne suis pas une bonne financière. Si je relève ceci, c'est parce que tantôt, évidemment, nous allons explorer les aspects financiers de la SBL que vous avez développé. Et il faut apprendre sur le tard. C'est donc sur le tard, et c'est sur le tard et pas sur le tôt. J'avais cru comprendre que déjà tôt, vous aviez eu une expérience financière. Alors, parlons de vos études et peut-être du regard que vous posez aujourd'hui sur les études que vous avez faites. Oui. Alors, je n'ai aucun regret. C'était une évidence pour moi. Le choix de mes études n'a pas été compliqué. Clairement, je baignais dans les livres, j'aimais ça. J'aimais la rigueur linguistique. Très petite, je trouvais les fautes d'orthographe dans les livres et ça m'amusait de les pointer. Donc, clairement, c'était vers cette voie-là que je devais me diriger. Par la suite, en fait, à la sortie d'études comme celle-là, différentes filières sont possibles, celle de l'enseignement, bien sûr, et j'ai eu la chance de pouvoir faire l'agrégation pour aller vers cette voie-là, mais aussi d'autres pistes qui ont besoin de compétences réelles en expression écrite orale, et c'est comme ça qu'en fait, très vite, je me suis dirigée vers des métiers de communication. D'abord dans des services de presse de maisons d'édition, à l'étranger, au Chili, à Paris, à Londres. Et ici, à mon retour en Belgique, j'ai souhaité rester sur cette scène internationale tout en étant à la maison et continuer ce métier de communication. Et c'est comme ça que la vie, par chance, m'a mené vers un premier poste à la Commission européenne au service porte-parole en relations presse pour la commissaire en charge de l'éducation et la culture. Et par la suite, je suis restée dans cet univers-là pendant 15 ans. Vous évoquez maintenant vos séjours à l'étranger. Est-ce que cela aussi, du point de vue de la personne que vous êtes maintenant, contribue à faciliter le développement de Diversicom? Ah, très certainement. Aller voir ailleurs comment ça se passe, ça nous force à avoir un regard d'acceptation de la différence, de devoir fonctionner avec des gens qui ne pensent pas, qui n'en fonctionnent pas au départ comme nous. Même à l'étranger ou ici en Belgique, dans le cadre institutionnel européen, ça fait vraiment partie de moi. C'est en fait ce goût pour la diversité, cette obligation de devoir toujours réfléchir sur la manière de fonctionner efficacement avec quelqu'un qui n'a pas la même attitude ou le même background ou les mêmes compétences que nous. Et très clairement, vous mettez le point sur quelque chose d'important. Cet aspect-là fait partie de moi aussi. L'univers de la Commission, l'univers des institutions européennes, aussi, ce fut une grande expérience apparemment à vous en entendre parler. Vous seriez Madame Jean-Claude Juncker. Qu'est-ce que vous feriez pour donner un souffle nouveau, réenthousiasmer l'Européen à l'égard de ces institutions, vous qui avez été une collaboratrice sans doute appréciée? Ah là là, je serais Madame Juncker. Je me tournerais vers mon mari pour comprendre, d'après lui, ce qu'il faut faire autrement, peut-être pour sortir d'une crise d'opinion, de vision dans laquelle nous sommes aujourd'hui à l'Europe. Par contre, je pense que certainement j'aurais un message positif, celui dont on a besoin. Il faut croire à l'Europe. C'est une cause à laquelle on ne peut pas, à côté de laquelle on ne peut pas passer. Ces fondements sont indispensables. Maintenant, il faut aussi à l'intérieur des personnes qui sont prêtes à la porter pour cette cause et pas pour des intérêts personnels ou juste politisants. Et donc, on a besoin à l'intérieur de jeunes qui vivent d'un idéal et qui acceptent de vraiment travailler au corps pour faire avancer les politiques et les programmes qui font l'Europe.
Donc, un plaidoyer pour un sursaut d'enthousiasme, et vous étiez entouré de personnes qui partageaient largement cet enthousiasme? Majoritairement. Pas seulement, mais majoritairement. Voilà, ça ouvre la porte à une série d'interrogations. Alors, vous êtes aujourd'hui une maman, vous l'avez évoqué. En famille, est-ce que la famille porte votre projet d'entrepreneur? Oui. Ce projet est un projet familial de départ parce que le simple choix de faire le grand écart, de quitter la commission et ces zones de confort que l'on connaît pour faire de la voltige et créer un projet dont les défis étaient monumentaux, il fallait que ce soit un projet familial. D'abord un choix concerté avec mon mari et ensuite aussi une implication de mes filles. Qui comprennent le projet, qui le soutiennent. Elles sont jeunes encore, elles ont 11 ans, 9 ans et 7 ans. Mais elles sont partie prenante et elles aiment écouter les histoires que je ramène à la maison le soir et ça me fait plaisir. Merci pour cette première partie d'interview. Avec grand plaisir. Extrait du règlement du 3 mars pour l'intégration des personnes dites à mobilité réduite, article 1. Un budget de 300 000 € est consacré à l'adaptation des transports en commun. Article 2. Une permanence sociale est organisée le mercredi de 10h45 à 11h moins quart. Permanence pendant laquelle les dites personnes à mobilité réduite pourront s'adresser gratuitement à une assistante. C'est ton règlement, il me fait même plus rire. J'ai vite appris à détester les transports en commun. Les portées droites des escaliers, ça n'est pas le pire, mais te sentir la cible de la pitié anonyme, tout ça pour voir ton assistante sociale à lunettes mutualisée qui a échangé son cerveau contre un sac de bonne volonté et qui t'inscrit dans un registre spécial pour l'enseignement spécial, pour un job spécial de merde dans un atelier protégé. Mais que Marianne était jolie avant qu'elle ne traverse cette rue de Paris et qu'elle l'entende aujourd'hui. Ça ira? Vous êtes sûr que ça va aller? Là, je peux pas vous aider, ça ira? Pour traverser, ça va aller? Toute sa vie. Vendredi, l'université organise un grand colloque sur le thème « Comment concilier le handicap et la sexualité ». D'éminents professeurs vous parleront de la maternité, de la paternité, deux droits enfin reconnus au profit des personnes handicapées. Mais comment faire lorsque le handicap empêche physiquement le sujet d'obtenir une érection ou de porter un enfant, ce qui entraîne généralement une diminution de l'image de soi et une perte de confiance corrélative? J'ai voulu aller à ton colloque, mais j'étais empêché par un terrain accidenté bien plus que moi. Et quand je suis enfin arrivé, j'ai entendu tellement de lieux communs que j'ai préféré me casser. Tu sais moi, la sexualité, je sais pas si je peux encore en parler. Ça fait des mois que j'ai plus été touché. Quand quelqu'un regarde mon cul, qu'il pose ses mains sur mon derrière, c'est une grosse vache avec des gants, déguisée en infirmière. Dieu, mais que Marianne était jolie avant qu'elle ne traverse cette rue de Paris et qu'elle l'entende aujourd'hui. Ça ira? Vous êtes sûr que ça va aller pour traverser? Je peux pas vous aider, là, ça va aller, ça ira? Toute sa vie. Ouh, mais que Marianne était jolie avant qu'elle ne traverse cette rue de Paris et qu'elle l'entende aujourd'hui. Allez, ça ira. Faut pas désespérer comme ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allez, ça ira, ça ira. Toute sa vie. RCF. Marie-Laure, nous savons que vous êtes dans la quarantaine, que vous êtes maman de 3 enfants et que vous êtes initiatrice du projet Diversicum. Alors, l'heure est venue de parler brièvement de la raison sociale de Diversicum. Alors, Diversicum a pour mission de faciliter l'accès à l'emploi des personnes qui sont en situation de handicap et qui ont toutes les compétences et les aptitudes personnelles pour prétendre à un projet professionnel dans l'entreprise
ordinaire. Pourquoi je dis ordinaire ? C'est parce que je veux distinguer l'ordinaire du cadre adapté, de la filière du travail adapté, ce qu'on appelait les ateliers protégés à l'époque, qui est une filière indispensable, mais dans laquelle nous ne travaillons pas. Et donc ça, c'est la mission, c'est d'être un double point d'entrée pour les chercheurs d'emploi en situation de handicap et les étudiants sortants, d'une part, et pour les entreprises qui souhaitent en faire plus et mieux en matière d'ouverture au handicap, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et plusieurs partenaires doivent être réunis, c'est sans doute là votre art. Mais avant de rentrer dans Diversicom, mais brièvement, comment vous êtes-vous lancé ? Parce que aujourd'hui, vous parlez de quelque chose qui existe, mais éclairez-nous sur tout le b.a.-ba de vos hésitations, les premiers contacts, cette première période-là. Alors, la première période n'est vraiment pas la plus facile. Je ne dis pas que la seconde l'est, mais la première période, ce moment de vertige pour prendre la décision de quitter un job antérieur dans lequel on est bien installé, pour lancer un projet considéré peut-être par certains comme un peu fou, ce n'est pas simple. Beaucoup de personnes autour de vous m'ont dit « mais tu as un job de rêve à la commission, que beaucoup t'envient, surtout ne bouge pas ». J'étais moi prise par cette envie de tenter l'aventure, de façon telle qu'il fallait que je m'y mette. Et donc, évidemment, ça a mis des mois d'investigation, de consultation des acteurs présents dans les domaines. Mais vous avez alors lâché votre job et vous êtes mis devant une période désertique pour monter votre projet. Oui, alors j'ai fait les choses de façon plus progressive, dans le sens où j'ai demandé à la commission de pouvoir bénéficier d'un moment j'avais pas encore pris mes congés parentaux, en l'occurrence. D'accord. Et donc j'ai demandé de pouvoir avoir des mois pour mener cette réflexion. Et au bout de la réflexion, alors j'ai pris la décision de vraiment dire au revoir à la commission et de me consacrer pleinement à la mise en œuvre du projet. D'accord. Et la période de lancement, de recherche, s'est étendue sur combien de mois ? Alors l'idée a émergé en mars 2013. J'ai pris quelques mois à ce moment-là et le projet, les statuts ont été déposés en février 2014. Donc ça a mis presque un an. Ça va. Et vous voyez des gens, j'imagine. Il faut alors maintenant rencontrer les représentants des différents piliers qui permettent de monter Diversicom. Quels sont les partenaires principaux de Diversicom qu'il a fallu convaincre ? Au début, j'étais consultée d'abord les ministères compétents dans les domaines qui sont les miens, donc le ministère de l'Emploi et de l'aide aux personnes handicapées, pour aller leur présenter l'idée et évaluer avec eux si elle était pertinente ou s'ils ne venaient pas se rajouter à une roue de service déjà existant. Ensuite, il a fallu aller voir les personnes qui travaillent sur les mêmes objectifs, mais différemment, pour prendre les connaissances de leurs approches et voir comment la mienne pourra être complémentaire. Ensuite, il faut aller voir tous les gens qui ont les métiers que je n'ai pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un background qui est plutôt de communication. Si j'avais dû moi-même accoucher d'un business plan toute seule pour une première expérience, j'aurais accouché d'une souris. Donc il faut aussi veiller à se faire entourer par des personnes qui ont les métiers que nous n'avons pas au départ. On n'a jamais tous les métiers, on a tous nos petits handicaps, comme vous disiez tout à l'heure. Et ainsi, donc, montant votre réseau Diversicom voit le jour. Alors parlons de Diversicom. Aujourd'hui, parlons en chiffres. Oui. Combien de personnes sont déjà passées ou combien voyez-vous dans les mois prochains, impliquant combien d'entreprises ? Alors aujourd'hui, nous avons rencontré et accompagné environ 110 personnes en situation de handicap, tout type de compétences et de handicap confondus. Nous avons conseillé une 50aine d'entreprises, publiques, privées, petites, moyennes, grandes. Aucune d'elles en fait, toutes les entreprises peuvent potentiellement devenir partenaires du projet. Et nous avons pu mettre en place, je dois revoir mes chiffres parce qu'ils ont augmenté très fort, on met une 30aine de stages en place maintenant. On doit arriver à 130 projets professionnels sous forme de stages, de contrats à durée déterminée, de contrats saisonniers, de CDI aussi. On en a quelques-uns et on en est très très heureux. Donc voilà, après 2 ans et demi de mise en œuvre opérationnelle, on se rend compte que, en effet, le projet répond à des besoins. Et précisément, le mot besoin, est-ce combien fait-on la file à Diversicom pour trouver un job ? Alors, on a dû, à un moment donné, en effet, faire le constat qu'on avait trop de demandes d'accompagnement de personnes
par rapport à ce qu'on pouvait absorber comme travail avec l'équipe en place. Oui. Aujourd'hui, depuis 2017, nous avons la chance d'avoir un partenariat avec Actiris qui nous mandate pour l'accompagnement des chercheurs d'emploi bruxellois en situation de handicap. Et ce mandat se traduit aussi par un partenariat financier, ce qui me permet aujourd'hui d'agrandir l'équipe et de pouvoir accueillir de nouveaux candidats. Au niveau des entreprises, on se rend compte en fait qu'on doit moins promouvoir de façon proactive le projet qu'on ne le pensait au départ. Et donc, en fait, on se rend compte que quand on parle du projet à une entreprise, très peu nous disent non, on n'est pas intéressé. Donc, quand la porte s'ouvre, elle est réellement ouverte. Et on n'essaye pas de rentrer par la fenêtre, en général. Est-ce qu'il existe encore un quota obligeant les entreprises à avoir un certain nombre de personnes handicapées? Ici, en Belgique, uniquement dans les entreprises publiques. Qui tourne autour de 2 ou 3% en fonction du niveau de compétence, du niveau fédéral ou régional ou communautaire. Dans d'autres pays, des quotas existent aussi dans le privé, mais ce n'est pas le cas en Belgique. Alors, je peux comprendre que grâce à votre collaboration avec Actiris, l'arrivée de candidats est importante. Les entreprises vous accueillent volontiers. Reste alors peut-être un domaine qui peut être difficile ou qui est à manager, c'est le domaine de l'équipe. Oui. Alors, vous dites vous êtes à 2, 3, 4, peut-être davantage de personnes. Est-ce simple de piloter une équipe, de la recruter et de la piloter ? Ce n'est pas simple, mais ça c'est vrai, je crois, partout. J'ai eu la chance au début du projet de pouvoir compter sur quelqu'un de mon entourage qui a voulu faire le pas et prendre le risque du démarrage avec moi et qui avait toutes les qualités que je n'avais pas, notamment celle de la patience. Et donc ça c'est bien précieux aussi de pouvoir avoir dans une équipe des qualités complémentaires. Et par la suite, je dirais que la vie s'est bien mise et une équipe s'est constituée par via. Et nous avons aujourd'hui 4 personnes, bientôt 5, qui, en tout cas, ont des compétences complémentaires et nécessaires pour que notre service soit bien assumé. Dans 3 ans, où sera Diversicom ? J'espère avec une équipe stabilisée, avec des outils de gestion, CRM et des process qui auront évolué dans le bon sens, avec un réseau d'entreprises qui est suffisant pour pouvoir répondre à la palette des compétences qui nourrissent notre vivier de candidats, et peut-être avec une gestion vie professionnelle, vie privée plus équilibrée, plus facile à assumer que dans les 3 premières années de développement d'un projet. Mais ça, tout entrepreneur qui commence passe par cette période. Et si nous donnions maintenant le mot de la fin à ceux qui bénéficient de votre action, avez-vous des témoignages touchants de personnes qui vous remercient et qui sont heureuses et qui sont installées ? Ce projet est d'une humanité extraordinaire et on a un réel privilège d'accompagner ces personnes, vraiment, qui nous rendent le travail qu'on essaye d'accomplir pour eux d'une façon magistrale. L'impact qu'un projet professionnel peut avoir sur une personne, on peut le mesurer directement parce qu'on le vit, on suit la personne, on reçoit ses merci, on reçoit aussi ses craintes et ses difficultés. Et donc, chaque projet professionnel facilité est vécu comme une victoire, et pour la personne, et par nous-mêmes. Victoire, c'est le mot que vous nous proposez comme conclusion ? Mais oui, allons-y. Merci Marie-Laure. Merci à vous Jean.